Alors, nous avons commencé de manière très brillante la semaine dernière avec Sabine Barle, qui nous a parlé de l'histoire du déchet de manière tout à fait conforme à ce que j'espérais, en nous montrant l'importance de cette industrie et de ce personnage du chiffonnier au XIXe siècle. Pour moi, c'était tout à fait passionnant, mais bon, pour ceux qui ont une conception étroite de la poésie, c'est évidemment provoquant, mais je crois que c'était très baudelairien, très baudelairien. Nous poursuivons aujourd'hui avec un second historien. J'avais voulu placer des historiens au début pour que nous ayons précisément un cadre historique pour cette réflexion. Et il se trouve que Dominique Khalifa est aussi professeur à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je ne sais pas si tous les historiens de l'ordure ou du bas-fond, puisque c'est sa spécialité, sont concentrés de ce côté-là, mais il m'a semblé que sa présence était tout à fait appropriée. Il a donc travaillé sur beaucoup de sujets relatifs aux représentations au XIXe siècle. Bon, il a travaillé avec Michel Perrault, Alain Corbin, qui sont des historiens qui sont souvent venus ici, encore il n'y a pas très longtemps, et pour qui j'ai évidemment un immense respect. Il a écrit beaucoup de livres sur le crime, sur le détective, sur le bagne au XIXe siècle. Et il a publié avec d'autres un livre important dont je m'étais servi il y a quelques années quand je faisais cours sur Baudelaire et la presse, un livre qui venait d'être publié sur la civilisation du journal, l'histoire de la presse au XIXe siècle, très utile pour replacer Baudelaire dans cette configuration. Mais le livre pour lequel j'ai voulu qu'il nous rejoigne cette année, c'est un livre qu'il a publié tout récemment, tout récemment. Il va tellement vite que je suppose qu'il y en a déjà eu plusieurs depuis. Mais c'est un livre qui s'appelle « Les bas-fonds, histoire d'un imaginaire » qui a été publié au Seuil en 2013 et où, bien sûr, il touche un certain nombre des aspects de la chiffonnerie, cette frontière entre les classes laborieuses et les classes dangereuses, suivant un rapprochement célèbre. Mais avant de lui donner la parole, j'en profite pour donner le titre d'un livre que je crois que j'ai cité la semaine dernière, mais sans aller jusqu'au bout. C'est un livre qui m'a beaucoup enthousiasmé dans la préparation de ce cours. C'est le livre de Simone Delattre qui s'appelle « Les 12 heures noires, la nuit à Paris au XIXe siècle ». La nuit à Paris au XIXe siècle, c'est un très grand livre. Le chiffonnier, c'est, même si la police préférait qu'il ne travaille pas trop la nuit, c'est un personnage de la nuit. Alors, Simone Delattre, je l'ai invitée, mais elle m'a dit que pour des raisons de santé, elle ne voulait pas. On aurait eu une troisième historienne. Mais je vous conseille de lire cet excellent livre qui a été réédité dans une collection semi-poche chez Albin Michel. Mais je donne donc la parole à Dominique Khalifa pour les bas-fonds et le titre qu'il a proposé, c'est l'écriture des bas-fonds. Merci, et merci de l'invitation et merci de me faire retour sur ce travail. C'est vrai, déjà un peu ancien, je passais à autre chose, mais sur lequel je reviens avec plaisir. Même si je vais encore vous décevoir, parce que de poésie, il va être peu question, et d'ordures, de boue, de fange, de saleté, de miasme, etc., beaucoup. Mais bon, je crois qu'effectivement, vous avez désormais pris le pli et que nous pouvons y aller. Je voudrais dire quelques mots, avant de rentrer un peu plus précisément dans cette idée de bas-fond et de ces modalités d'écriture, quelques mots pour vous expliquer comment j'en suis venu il y a quelques années, effectivement, à
construire une recherche autour de cette expression et des représentations afférentes. Comme vous l'a dit Antoine Compagnon, j'avais beaucoup travaillé auparavant sur les reporters, les récits de crimes, les policiers, les détectives, les enquêteurs, les bagnards, etc., etc. Les mauvais garçons et les filles perdues, disons, pour aller vite. Et durant toutes ces recherches, j'avais été très fréquemment confronté à la présence que je trouvais assez naturelle, d'une certaine manière, de cette expression et de ces bas-fonds, la présence presque obsessionnelle de ce terme. Et puis, sans y prêter garde, et je l'utilisais de façon, on va dire, assez naturelle. Et puis, un jour, je me suis dit, mais est-ce que c'est aussi simple que cela ? Est-ce que ces bas-fonds que tant de journalistes, de romanciers, d'enquêteurs sociaux comme ça utilisent de façon aussi évidente, est-ce qu'ils sont aussi évidents que cela ? Et c'est à ce moment-là donc que le décor, ce qui était le décor d'une partie de mes travaux, est devenu un jour objet. Hein, j'ai braqué en quelque sorte le projecteur sur ce décor pour me demander alors si cet environnement qu'on décrivait avec autant de complaisance était finalement aussi évident que cela, ou en tout cas pour comprendre à quel type d'impératifs, impératifs sociaux, impératifs moraux, impératifs littéraires ou culturels de façon plus large, il pouvait correspondre. Et c'est de là effectivement qu'est née cette réflexion qui va effectivement peut-être vous permettre d'élargir un petit peu le décor qui est celui beaucoup plus précis effectivement sur lequel Antoine Compagnon plante ses travaux. Alors je voudrais peut-être commencer par une question extrêmement simple, extrêmement banale, mais dont vous le verrez, les réponses sont finalement moins évidentes qu'on ne pense. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors évidemment, si on faisait un petit sondage, il est évident que chacun et chacune d'entre vous aurait évidemment une appréciation très très juste. Hein. Je veux dire, on comprend très bien intuitivement de quoi il s'agit, mais derrière cette compréhension intuitive, il y a une définition qui est beaucoup plus diffuse et beaucoup plus incertaine. Nulle cartographie, nul dénombrement, nulle définition précise, au contraire une sorte d'espace meuble, de terrain vague, où les pires des réalités que l'on peut assez facilement évoquer a souvent partie liée avec la fantaisie, l'imaginaire, la fiction, où le social, le moral et l'imaginaire sont en permanence appelés à se recouvrir. Alors, bien sûr, je fais comme Antoine Compagnon vous l'a dit tout à l'heure, j'ouvre les dictionnaires pour en savoir un peu plus. Et lorsque j'ouvre les dictionnaires, avant même celui de Pierre Larousse, que j'aime beaucoup, je rencontre effectivement des définitions assez anciennes, mais je suis très déçu, car les premières exceptions qu'on trouve m'amènent à quelque chose d'assez différent, qui est une exception maritime de la chose. Hein. Ces bas-fonds, effectivement, que l'on connaît, c'est très très tôt, hein, dès le dictionnaire de Furetière, dès la fin du XVIIe siècle, des descriptions d'étendues d'eau marine, d'étendues océanographiques, assez peu profondes, mais néanmoins sur lesquelles il est possible de naviguer, assez dangereuses d'une certaine manière. Hein, la notion de la duplicité, il n'y a pas beaucoup d'eau, et la notion de danger est là. Et puis lorsque l'on avance dans l'étude lexicographique, on s'aperçoit effectivement qu'on va passer assez rapidement sur la terre ferme. Au XVIIIe siècle, on passe sur la terre ferme et on va passer effectivement de cette exception maritime à une exception beaucoup plus topographique, mais une topographie malsaine, basse, déprimée, la plupart du temps envahie par les eaux, donc marécageuse, donc malsaine, donc assez désagréable. C'est en tout cas le sens qu'enregistre le dictionnaire de l'Académie française en 1798. Je voudrais très brièvement, donc c'est encore humide, hein, l'humidité est là, et je voudrais attirer votre attention sur cette notion-là qui symboliquement me paraît d'un poids assez important et qu'on retrouvera par la suite dans les formes d'écriture des bas-fonds.
la dimension liquide, la dimension humide, la dimension putride de l'eau, au sombre, au sale, au opaque, au infernal, au triste. Et on verra que la poésie, notamment, a beaucoup pris en compte cette dimension très mélancolique des Bordeaux. Cette dimension-là sera toujours convoquée par la suite, même lorsque l'on sera à 1000 lieues de l'océan ou des marécages. Et puis enfin, on tombe au XIXe siècle, et ce n'est pas un hasard, sur la troisième définition, celle qui est la nôtre, enfin celle qui est la mienne et celle que nous allons partager aujourd'hui, c'est-à-dire la définition sociale des bas-fonds. Alors avant Larousse, il y a Émile Littré, je cite Émile Littré, hein, une classe d'hommes vile et méprisable. Et puis Pierre Larousse, bien sûr, sur lequel on ne peut faire l'impasse, je le cite également, classe d'hommes dégradés par le vice et la misère. On remarquera que Larousse, plus républicain que Littré, est sensible aux mécanismes sociaux qui ont produit la vilainie. Alors évidemment, c'est ce dernier sens qui est devenu le plus prégnant. C'est ce dernier sens qui m'intéresse. Ce sont ces bas-fonds-là qu'explorent les chiffonniers, littéraires ou non. Mais on est passé donc du liquide à la terre ferme, on est passé du topographique au social, mais rien ne se perd. Pas plus l'humidité que les lieux. Je voudrais insister sur ce point. Bien sûr, même si on est face à des individus et à des pratiques, la dimension topographique n'est jamais perdue. Il y aura toujours, quand on parlera, j'essaierai de vous le montrer, quand on parlera de bas-fonds, il y aura toujours des lieux quelque part, il y aura toujours un ancrage, il y aura toujours une inscription dans l'espace. Ça correspond toujours à des lieux, que ce soit des cours des miracles, des tapis francs, des asiles de nuit, des bagnes ou des coins des bornes. Et ça, c'est quelque chose qui est en lien, bien sûr, avec les conceptions néo-hippocratiques qui dominent la première moitié du XIXe siècle, pour lesquelles, vous le savez, effectivement, il y a articulation extrêmement étroite entre les lieux, les espaces, les topographies et les caractères. Mais bien sûr, mais il n'y a pas que les lieux. Ces lieux, effectivement, sont aussi liés à un état moral, qui est d'abord un état moral et ensuite un état social. On verra que le XIXe siècle est au cœur de cette articulation-là. Et cet état, qui est celui des populations flottantes, tiens, on retrouve de l'élément liquide. Cet état est un état qui, je crois, est à la confluence de trois éléments: la misère, l'extrême misère, l'indigence qui est toujours là, mais aussi le vice ou l'immoralité, et puis aussi, bien sûr, le crime ou la transgression au sens large. Ces trois mots se retrouvent presque tout le temps: vice, crime, misère. Ils peuvent d'ailleurs dessiner une dialectique. Je cite Octave Ferré, inoubliable auteur en 1845 des Mystères de Rouen. Je cite: « La misère a donc commencé leur malheur à tous, le vice arrive après, le crime n'était pas loin. » Mais on pourrait tout à fait le faire fonctionner en sens inverse. Tout dépend effectivement de la position idéologique ou philosophique de la personne. Vous pouvez très bien commencer par le vice, qui va entraîner le crime et la misère, etc. Donc, ces trois éléments. C'est extraordinairement présent lorsque l'on s'intéresse de voir combien le milieu du siècle a convoqué ensemble ces trois mots. Un autre exemple d'un médecin écossais qui visite les bas quartiers d'Édimbourg en 1851, et voici comment il titre son ouvrage: Inquiry into Destitution, Prostitution and Crime. On retrouve les enquêtes dans l'indigence, la prostitution et le crime. Et un grand livre sur New York, publié en 1868 sur la face cachée de New York, s'intitule Vice, Crime and Poverty in the Big City, in the Big Metropolis. Donc on retrouve vraiment toujours cette articulation-là. Et puis bien sûr, à partir du moment où vous avez les lieux, l'état des individus, l'état qui le constitue, vous pouvez décliner absolument toute une série extraordinaire, infinie, interminable d'individus
ceux qui, un mendiant, indigent, voleur, prostitué, criminel, filou, chiffonnier, tous ceux effectivement qui peuvent incarner les multiples combinaisons de nées de ces trois éléments, ou pour le dire différemment, toutes ces figures nées de la fécondation infâme, de la fécondation immonde du crime, du vice et de la misère. Alors, ce surgissement de cette expression est intimement lié à une époque qui est très proche de celle que vous étudiez avec Antoine Compagnon. Nous sommes au cœur du XIXe siècle. La lexicographie est un savoir qui peut évoluer évidemment au rythme ou à l'aune de chaque découverte. Dans l'état actuel, et je n'ai pas été contredit, on voit surgir cette expression bas-fond dans le sens que je viens de définir là. La même année, 1840, c'est assez étonnant, la synchronie est assez étonnante, la même année 1840, chez trois auteurs très très différents. Le premier auteur, c'est Balzac, qui, dans une nouvelle publiée dans la Revue parisienne le 25 juillet 1840, Z. Marcas, écrit la chose suivante, je le cite, « Il m'a dit qu'en 1831, il m'a dit en 1831 ce qui devait arriver. Les assassinats, les conspirations, le règne des Juifs, la gêne des mouvements de la France, la disette d'intelligence dans la sphère supérieure et l'abondance de talent dans les bas-fonds où les plus beaux courages s'éteignent sous les cendres du cigare. » La même année, un auteur beaucoup moins célèbre, enfin beaucoup plus oublié, disons, qui était Constantin Pecker. Pour aller très vite, Constantin Pecker était un théoricien de la réforme sociale, proche de ce que l'on a appelé par la suite des utopistes, ces économistes sociaux. Dans un traité publié la même année, je cite son titre, parce qu'il fleure bon le XIXe siècle tel que nous l'aimons, « Des améliorations matérielles dans leur rapport avec la liberté, introduction à l'étude de l'économie politique et sociale », Constantin Pecker écrit, je cite, « Les classes riches, parmi lesquelles les déplacements subis de fortune viennent parfois jeter le trouble et le désordre, produisent de temps en temps ces fameux chefs de bandits qui ameutent et dirigent tout ce qu'il y a de passions subversives et de cruauté dans les bas-fonds de la population misérable et pervertie. » Et enfin, et la chose est assez étonnante, la même année 1840, l'Académie des sciences morales et politiques, dont vous savez que chaque année, elle proposait des concours extrêmement importants. L'Académie des sciences morales et politiques publie le lauréat d'un concours qui a eu lieu un an et demi auparavant, Honoré Frégier, un chef de bureau à la préfecture de police, pour une dissertation qu'il avait rendue. La question portait sur les classes dangereuses. Et Honoré Frégier écrit un texte qui est publié sous le titre suivant « Des classes dangereuses dans la population des grandes villes et des façons, manières, je ne sais plus, de les rendre meilleures ». Et de la même manière, Frégier utilise ce mot. C'est assez étonnant de voir effectivement, et je crois que c'est assez significatif, de voir effectivement cette expression dans un sens similaire et nouveau, enfin en tout cas relativement neuf, il était sans doute dans l'air du temps, mais relativement neuf, émerger au même moment dans trois registres: la littérature romanesque, les théories de la réforme sociale et, on va dire pour aller vite, les littératures de police, les écritures de police, de voir la même, c'est-à-dire trois registres, trois types de supports, roman, économie politique, écriture policière, qui sont à partir de là des vecteurs majeurs, et jusqu'à nos jours, de leur diffusion. De les voir émerger synchroniquement dans ces trois types. À partir de là, l'expression se diffuse extrêmement rapidement. Bien sûr, Eugène Sue, j'en dirai quelques mots dans les Mystères de Paris, deux ans plus tard. Proudhon, Constant Guéroult, etc., etc. En 1862, donc 20 ans après, l'expression est devenue d'un usage suffisamment commun pour qu'elle puisse faire l'objet du titre d'un livre de Henri Monnier, l'inoubliable auteur de M. Prudhomme, qui s'appelle « Les bas-fonds de la société, scène populaire », ou bien sûr, et c'est beaucoup plus connu, son utilisation comme une tête de chapitre au singulier, le
bas-fond, ce qui est assez différent, au singulier, la même année 1862, dans Les Misérables de Hugo. Plus significatif encore, je crois que pour les questions qui vous intéressent aussi, plus significatif encore, cette expression est aussitôt traduite dans la plupart des langues latines. L'espagnol, au même moment, fera son bajos fondos en référence effectivement à l'expression française. Les Italiens parleront de bassifondi en référence aussi à la situation française. Et les langues germaniques aussi, même si les choses sont un petit peu différentes. Les Anglais, vous savez, comme les Anglais ont été confrontés à ces contenus urbains de façon plus précoce que nous, ils avaient déjà effectivement rodé tout un vocabulaire, dont le mot slum qui avait été proposé en Angleterre dès les années 1810. Mais néanmoins, le terme underworld, qui est la traduction exacte, enfin sémantiquement, on est vraiment dans le même registre de bas-fond, apparaît. Il avait été utilisé dès le XVIIe siècle, notamment dans le théâtre anglais, mais pour caractériser les enfers païens, par comparaison avec, en contraste avec l'enfer chrétien. Mais au sens que j'évoque là, c'est en 1869, dans un texte américain publié à New York, qu'il apparaît effectivement sous cette forme-là, avec une traduction allemande, Unterwelt, à peu près. Donc voilà, on est dans quelque chose se passe, si vous voulez, dans ces mêmes années où les chiffonniers de la littérature et d'autres, effectivement, prennent la place que vous leur connaissez. Quelque chose se passe dans cette Europe, en France d'abord, et plus largement dans cette Europe du moment, où, effectivement, la langue et ses usages ressentent la nécessité, effectivement, de renommer, alors, bien sûr, rien de tout cela n'est très neuf, mais de renommer des formes de configuration sociale qui sont sans doute en train d'être un petit peu reconfigurées. Alors bien sûr, je ne vous fais pas l'affront d'imaginer que ces choses-là sont neuves, évidemment non. Si on veut plonger un petit peu dans l'imaginaire qui est tiré là et qui va s'écrire sous ces termes-là, à partir de 1840, il faut bien sûr rappeler très, très brièvement que rien de tout cela n'est nouveau et s'inscrit dans une très très longue histoire. Très très brièvement, je rappelle juste quelques repères. Toute une partie fondamentale des propos qui vont être utilisés pour écrire ces bas-fonds s'adosse et utilise un imaginaire, pour aller vite, un imaginaire urbain, ou j'ai envie de dire un imaginaire anti-urbain, un imaginaire urbaphobe, qui est extrêmement ancien, puisqu'on peut dire qu'il puise sa source dans la littérature biblique, hein, qu'il puise sa source dans les représentations de Sodome, qu'il puise sa source dans les représentations de Babylone, donc très anciennement réactivé par une littérature extrême et extraordinaire depuis les temps bibliques. De la même manière, cet imaginaire-là va puiser de façon extrêmement prégnante dans une invention très très forte que le milieu du Moyen-Âge avait mis en œuvre, plus exactement la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, lorsqu'effectivement les théologiens catholiques de ce moment-là vont inventer la notion de mauvais pauvre. Traditionnellement, bien sûr, le pauvre est sanctifié dans la tradition catholique, chrétienne et catholique, mais quelque chose se produit, si vous voulez, dans les mutations extrêmement violentes que connaît l'Europe et dans l'augmentation extraordinaire du nombre de pauvres que connaît l'Europe à ce moment-là, qui va pousser effectivement les représentations à tailler en quelque sorte dans cette masse de pauvres qui tous ne peuvent plus être sanctifiés comme les Écritures l'exigeaient, en mettant de côté effectivement les bons pauvres qui continuent effectivement d'être redevables de la charité et les mauvais pauvres. Et effectivement, ces mauvais pauvres sont les gros bataillons que l'on va retrouver. Et puis bien sûr,
tous ces textes fondamentaux qui débutent à partir du XVIe siècle, que toute l'Europe connaît et qu'on va appeler, selon les pays, littérature des gueux, littérature de la gueuserie, etc., et qui avait autour de cette figure du gueux qu'on construit à ce moment-là, mais le gueux, c'est la même chose, hein, c'est le mauvais pauvre de la tradition qui est... cette gueuserie-là, cette pauvreté sale, cette transgression sale et vile, cette méprisable, est effectivement aussi une source majeure. Et ça, c'est effectivement extrêmement important. La figure de la cour des miracles, bien sûr, sera en permanence réactivée au XIXe siècle dans la littérature, qui émerge à la fin essentiellement au XVIIe siècle, plutôt à la fin du XVIIe siècle avec les célèbres Antiquités de Paris de Henri Sauval, mais qui émerge surtout avec Victor Hugo en 1831. Toute cette séquence est fondamentale. C'est d'ailleurs ce qu'avait extrêmement bien compris un auteur que j'aime bien, qui est Marcel Schwob. Marcel Schwob, qui écrit en 1892 dans un texte qui s'appelle « Le roi au masque d'or » la chose suivante, je le cite: « Savez-vous pourquoi j'attache autant d'importance à la connaissance précise des classes criminelles au XVe siècle? C'est parce que je crois être là, sur la trace d'un fait moral d'une valeur capitale pour la science historique et pour l'histoire de l'humanité. C'est alors, pour la première fois, que ces classes dangereuses ont acquis la conscience d'une vie autonome, hors des limites de la société régulière. » Je pense que Schwob va un peu vite en besogne, parce que je ne suis pas certain qu'il y ait une conscience de l'exclusion aussi forte que ça au XVe siècle, mais en tout cas, il avait bien pointé que quelque chose dans les représentations des élites, en tout cas, était en place à cette époque. Donc voilà, nous sommes dans cette année 1840, et quelque chose, effectivement, se renouvelle, même si les racines et les sources en sont extrêmement anciennes, se renomme différemment et vient, en quelque sorte, renouveler, recharger. Les historiens du religieux, et Alphonse Dupron notamment, parlaient de recharge pour les imaginaires. Tout se passe comme si, finalement, on venait recharger un imaginaire extrêmement ancien, en le gonflant effectivement d'autres termes et en lui donnant effectivement, en déplaçant un certain nombre de données. Donc cet imaginaire-là se fixe véritablement en 1840 et je crois qu'il est à partir de là extrêmement important pour la société du XIXe siècle et du XXe, mais aussi bien sûr pour sa littérature et l'ensemble de ses formes culturelles. Essayons, et il va fournir à partir de là une espèce de répertoire de figures, répertoire d'imaginaire, un répertoire de représentation pour partie réelle. Il ne s'agit pas de dire qu'on est dans le pur fantasme, mais pour partie aussi fantasmée, qui nous raconte, qui plante un décor, qui construit des figures, qui nous raconte aussi une sorte d'intrigue, qui signale effectivement les principales frayeurs d'une société, c'est évident, mais aussi une partie de ses lignes de fuite et de ses lignes de fuite symboliques. Essayons à partir de maintenant, parce que j'ai essayé de planter un peu les choses, de préciser plus précisément les constituants de ce monde des bas-fonds, ces constituants principaux. On est d'accord qu'il s'agit d'un espèce d'agrégat un peu hétérogène, de figures, de scènes issues de plein de choses, de l'imaginaire biblique, de l'imaginaire médiéval, 1000 images, 1000 références venant de la littérature, venant de la tradition, venant des enquêtes sociales, venant de l'hygiène publique, venant des faits divers, venant des sciences morales et politiques, venant de la chanson, venant du théâtre, mais qui comme un puzzle qui se met en place à ce moment-là. Il y a, me semble-t-il, alors bien sûr, je ne reviens pas sur les trois composantes que j'avais identifiées tout à l'heure, elles sont constantes, entremêlées, l'extrême pauvreté qui dégrade et qui avilit, le vice qui démoralise et qui corrompt, le crime qui dénature. Et un cadre, bien sûr, on est toujours en ville, on ne peut pas être ailleurs qu'en ville. Même si la misère, le vice et le crime sont tout aussi présents, et peut-être même davantage dans ces sociétés rurales qui sont celles de l'Europe du XIXe siècle, nul bas-fond dans les campagnes, vous les chercherez en vain.
la réalité, le phénomène est urbain, s'inscrit effectivement dans ce cadre-là et principalement dans ce cadre parisien. Antoine Compagnon citait tout à l'heure Jules Janin, ce texte fantastique qui écrit à propos de Paris à ce moment-là, la ville noire, la ville gothique, la ville crottée, la ville des déchets urbains de Sabine Barle et la ville des chiffonniers. Cette capitale du XIXe siècle qui n'en porte pas encore le nom en est déjà d'une certaine manière le symbole, et ce n'est pas un hasard si c'est peut-être là davantage qu'à Londres d'une certaine manière, même si Londres a beaucoup de choses à faire valoir dans cet imaginaire, que l'expression se forge comme elle se forge. Alors, à partir de là, quel type de motif cette écriture des bas-fonds va-t-elle mobiliser? J'en distinguerai trois. Le premier concerne la nature de ce monde, la surface de ce monde. Le mot n'est pas approprié, mais vous allez me comprendre. J'évoquais tout à l'heure l'eau et les populations flottantes. Oui, mais ça ne suffit pas, car il faut que nous soyons, à partir de là, entraînés vers le bas. Ces mondes des bas-fonds sont des mondes qui vont toujours nous entraîner vers des dessous, des caves, des cavernes, des fosses, des souterrains, des catacombes, des abîmes. On s'enfonce dans un mouvement descendant, dans un mouvement entraîné vers la chute, au sens profondément religieux du terme, s'enfonçant dans les ténèbres. Et là, je crois que Simone de Lattre et son livre est majeur pour comprendre cette présence des ténèbres de la nuit. Mais quand Simone de Lattre dit la nuit, elle pense la nuit aussi comme une nuit morale et une nuit sociale. Un mouvement descendant qui a une signification. C'est un mouvement qui est un mouvement de la perversion. C'est un mouvement qui est, parce qu'il est entraîné vers la chute, c'est un mouvement qui descend toujours plus bas, qui nous emmène effectivement vers un envers, un monde fondamentalement inversé, un anti-monde, ou peut-être même encore plus un immonde, dont le devenir, c'est la déchéance, la folie, la mort. Voici comment un personnage oublié de nos jours, mais qui ne l'était pas en 1840. L'excellent inspecteur des prisons de la Seine, Moreau Christophe, proche de Tocqueville et de ce qu'on appelait les pénitentiaires à cette époque. Voici comment l'inspecteur des prisons, Moreau Christophe, décrit ce mouvement que j'évoque en 1839, c'est-à-dire un an avant le surgissement attesté des bas-fonds. Je le cite. Au-dessous de toutes les classes sociales, il existe une classe infime, anormale, en dehors de l'action régulière des rouages sociaux. Nous donnerons à cette classe le nom de classe des gens du crime. La classe des gens, on n'a pas encore les bas-fonds, la classe des gens du crime se compose du sédiment, du résidu, des égouttures de toutes les classes placées au-dessus d'elles et qui y versent le trop-plein de leurs immoralités. C'est le récipient de tous les vices qui découlent d'en haut et qui viennent s'y distiller ou s'y infuser. Je crois que c'est très clair. Vous retrouvez à peu près là, dans cette citation à la fois magnifique et terrible, la quasi-totalité des données que je viens d'évoquer. Retour donc aussi aux cloaques, aux eaux sales et fétides. Les débats, il y a un grand débat pénitentiaire l'année 1840, il utilise par exemple le mot de égouttoir qui va dans le même sens. Et si vous vous déplacez simplement de l'autre côté de la Manche, à peu d'années là, lors des grands débats qui sont ceux des discussions à la Chambre des communes sur la réforme électorale de 1867 en Angleterre, John Bright va utiliser le mot qui fera fortune à partir de là, le mot de résiduum, le résiduum. Ce qu'on va trouver tout en bas. Alors, dans ce sens, le texte de Hugo, Les Misérables, 62, je le rappelle, est presque
un anti-roman des bas-fonds. Parce que même si effectivement on est avec Hugo, dans ce chapitre que vous connaissez, fantastique, où il décrit la mine et les mineurs, où on montre comment il y a des sapes, des fosses, et comment tout en bas il y a ce bas-fond ignoble, et bien sûr combien les représentations des Misérables traduisent, enfin, s'emparent, expriment fortement une partie de cet imaginaire. L'intention hugolienne est tout à fait inverse, puisque l'objet des Misérables, c'est de montrer au contraire l'ascension d'une âme. Hein. C'est de montrer comment, effectivement, de ce bagne de Toulon où il a été envoyé, ou de la tanière des Thénardier où Cosette est retenue, on va remonter jusqu'au sommet. Je cite Hugo, montrer l'ascension d'une âme et à cette occasion peindre dans leur réalité tragique les bas-fonds d'où elle sort, afin que les sociétés humaines se rendent compte de l'enfer qu'elles ont à leur base et qu'elles songent enfin à faire lever une aube dans ces ténèbres. Donc le mouvement ici est totalement inverse, mais dans sa démonstration, il rencontre effectivement cet univers. Donc, monde des dessous, monde de l'ombre, de la nuit, de l'opacité, de l'insondabilité, je m'arrête là-dessus. Deuxième caractère, ce monde qui est entraîné vers le bas, ce monde du bas, c'est aussi un monde du bas au sens que Bakhtin a donné à ça, c'est-à-dire le bas du corps, la partie inférieure, la partie sous la ceinture. Hein, dans son livre sur Rabelais et la culture populaire, Bakhtin effectivement parle de l'imaginaire ce qu'il appelle les valeurs du bas corporel, c'est-à-dire le sale, le gras, le difforme, l'excrément, la sexualité dans sa dimension pensée comme perverse, la chair gâtée, hein, comme diront des moralistes du XIXe siècle. D'où bien sûr la dimension grotesque qu'il y a dans ces bas-fonds et qui vient aussi de la littérature de la gueuserie, la dimension scatologique qui est extrêmement prégnante, l'accent porté sur l'orgie, la prostitution, le commerce des corps, la perversion sexuelle, les avariés. Donc, on utilisera ce terme d'avarié pour décrire à la fin du XIXe siècle les individus victimes d'un état avancé de syphilis. Des éléments à cette notion de bas corporel s'accrochent, font corps presque deux éléments. C'est bien sûr la saleté, hein, qui est permanente, la saleté, la puanteur. Et quand je parle de saleté ou de puanteur, j'emploie ce terme, comme Alain Corbin nous y avait invité dans son livre sur l'odorat, dans son sens à la fois matériel, moral et social. C'est-à-dire le purulent, le visqueux, la crasse, l'immondice, enfin des choses que vous connaissiez bien. Maintenant, la maladie, hein, bien sûr, c'est le monde de la maladie où l'humidité, les miasmes, l'air visqueux, la pourriture, l'infection menacent en parallèle. Et puis, bien sûr, s'y accroche aussi l'animalité sale, la bestialité. Autant par la présence d'animaux, hein, là, il y a une dimension nyctomorphe, enfin je veux dire, depuis des animaux, la vermine, les vers, les serpents, les rats, les reptiles, vous voyez, et puis bien sûr aussi, même logique autour de la rhétorique du grouillement, du pullulement, qui peut concerner cette fois-ci les êtres humains. Tout ce qui rampe, s'infiltre, se tapit, et qui, en ce sens, peut porter la souillure et l'infection. Et puis, troisième constituant, troisième motif, totalement paradoxal, totalement aberrant d'une certaine manière, mais qui va donner tout son sens au fait, cet univers-là se caractériserait, j'emploie le conditionnel bien sûr, par son organisation, sa hiérarchie supposée. C'est une constante, son caractère en quelque sorte ordonné, très ordonné même. Les textes de la gueuserie insistaient sur la monarchie d'Argot, le roi Thune,
vous savez, sur son tonneau, qui est entouré de ses cagots et de ses lieutenants. Ça se prolonge à travers toutes les descriptions des contre-sociétés qui peupleraient ces bas-fonds, qu'il s'agisse des bandits, des brigands, toujours très organisés, des mendiants, qu'on présente comme une espèce de monde sous un monde, mais au sens de chiffonniers, qui sembleraient obéir à un langage, et puis par la suite de milieux, de mafias, de syndicats, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, mais on est toujours extrêmement organisé. On est même frappé de voir combien ces descriptions se calquent à chaque période de l'histoire sur l'envers des institutions légitimes. Sous l'Ancien Régime, c'est une monarchie, ou plutôt une contre-monarchie, avec son roi, sa cour, ses États. J'ai même trouvé un roman qui date de 1799, pendant la Révolution française, un roman peu oublié, dans lequel le chef des larrons réunit sa bande et leur dit, écoutez, il faut changer. Il faut changer notre mode d'organisation, il faut nous organiser en départements. Bon, vous voyez, et puis lorsqu'on est au début du XIXe siècle, où Guizot puis Marx inventent le concept de classe sociale et repensent le monde, la société comme un ordonnancement de classes, on voit apparaître les classes dangereuses, les classes laborieuses, les classes prédatrices, les classes nocturnes. Simone Delattre a cette expression de classe nocturne à un moment. Plus tard, en 1870, en 1880, en France, cette France omnibulée par la revanche, on parlera d'armée du crime, d'armée de l'ombre, un peu plus tard de syndicats, de cartels, de concerts, comme si finalement la vraie nature de cette forme d'organisation était en quelque sorte de singer, d'être le double inversé, d'être le double contrefait de la société ordonnée. Ce caractère transite aussi par cette sorte d'impératif descriptif fondé sur la taxinomie, emprunté au sens naturel, et qui pousse les auteurs à toujours décrire ce monde sous la forme de longues galeries, de longues nomenclatures, de longues physiologies, et on connaît bien sûr effectivement l'importance de cette notion de liste dans la fin au milieu du XIXe siècle, renforçant la hiérarchie. Bien sûr, si vous pouvez faire l'objet, si vous êtes redevable d'une nomenclature, c'est donc bien que vous êtes organisé. Et puis bien sûr, qu'est-ce qui peut prouver le plus l'idée effectivement d'un monde organisé, d'un monde autonome, d'un monde tout à fait hiérarchisé, si ce n'est l'instrument même de l'ordonnancement, c'est-à-dire la langue qui semble unir ces populations aussi différentes, c'est-à-dire le jargon, c'est-à-dire l'argot, c'est-à-dire toutes ces formes de langue. Retour à Hugo, vous savez, il y a tout dans Hugo, je le cite. Qu'est-ce que l'argot? C'est à la fois la nation et l'idiome. C'est le vol sur ces deux espèces, peuple et langue. Et bien sûr, la langue des gueux, langue des bohémiens, langue des mercelots, langue des coquillards, langue des cartouchiens, langue des galères, des bagnes, des escarpes, des apaches, des chiffonniers, etc. etc. C'est une constante majeure qui perdure jusqu'au milieu du XXe siècle. Écoutez ce que André Charpentier, un reporter de 1930, écrit dans le magazine Police Magazine, en décembre 1930. Je le cite. Si extraordinaire que cela puisse paraître, tous les errants, les vagabonds, les loqueteux, les va-nu-pieds de la pègre font partie d'une association mystérieuse et redoutable et possèdent un langage conventionnel qui s'est transmis de génération en génération parmi les pauvres bougres depuis la cour des miracles. Tous les affiliés des bas-fonds sont unis par ce lien énigmatique qu'ils se transmettent fidèlement sans ne rien changer et qui facilite leur misérable existence en marge d'une société qui les pourchasse et qu'ils haïssent. Bien sûr, à cette langue s'ajoute la duplicité, puisque c'est une langue qui est faite pour qu'on ne les comprenne pas, la duplicité des bas-fonds que nous connaissons depuis le début. Alors ces trois composantes-là instituent un imaginaire. Elles ont donné prise à de multiples
modalités d'écriture. Dans la partie centrale de ce livre, j'avais tenté de dégager, si vous voulez, des intrigues principales, des intrigues majeures qui ordonnent l'écriture des bas-fonds dans ce grand siècle qui irait entre 1840 et la Seconde Guerre mondiale. J'en dégageais 4, je les cite juste pour mémoire, on pourra y revenir si vous voulez, dans la taxinomie, bien sûr, l'organisation sous forme de liste, de nomenclature, ça c'est majeur. Ce que j'ai appelé l'intrigue du prince déguisé, qui est extrêmement prégnante. Le prince déguisé, si vous voyez à quoi je veux penser, c'est bien sûr au Mille et une nuits, au calife Haroun al-Rachid, qui, vous le savez, se déguise la nuit pour plonger au cœur de Bagdad et pour effectivement essayer à la fois de voir, il y a une dimension voyeuriste, de voir toutes les mauvaises choses, les saletés qui se passent dans Bagdad la nuit, mais aussi remettre de l'ordre. Et là, il y a là un motif fondamental qui court. Antoine Compagnon, vous parlez tout à l'heure effectivement de Rodolphe, le héros des mystères de Paris. Et qu'est-il d'autre qu'un avatar du calife Haroun al-Rachid, lui qui met la blouse de l'ouvrier, lui, prince de Gerolstein, qui met la blouse de l'ouvrier pour aller rendre une justice immanente et parfois extrêmement violente dans les bas-fonds de Paris. Ou encore, autre avatar très prégnant, ces journalistes qui, à partir de la fin du XIXe siècle et jusqu'à nos jours, se déguisent incognito pour plonger au cœur des bas-fonds, pour là encore remettre de l'ordre, même si l'ordre est assez différent. La troisième intrigue que je suivais était celle de la promenade touristique. Je prenais le motif de la tournée des Grands-Ducs telle qu'elle se développe à Paris en 1890, mais on pourrait effectivement voir ça sous toutes les formes effectivement d'exploitation touristique et aujourd'hui commerciale des mauvais lieux qui sont une constante d'écriture de ces lieux. Et puis il y a le quatrième qui est celui de la poésie, qui est celui de ce que j'appelais la fuite poétique, qui effectivement à partir de là, j'ai des auteurs que vous allez sans doute beaucoup travailler avec Antoine Compagnon, je pense à Privat d'Anglemont par exemple, ou bien sûr à Jules Vallès, ou plus tard à tous les chansonniers de la fin du XIXe siècle, Gaston Coutet, Bruant d'une certaine manière, ce qu'on a appelé la chanson réaliste, ou cette littérature qui à partir des années 20 va devenir sous la plume de Macorlan ou d'autres, quelque chose ayant lieu avec le fantastique social. Il y a là effectivement des formes d'épuisement poétique, de tentatives d'épuisement poétique des bas-fonds. Alors le temps passe évidemment et plus vite que je ne l'aurais voulu. Je voudrais juste dire un mot et je m'arrêterai avec cela pour laisser quand même une possibilité qu'est-ce qui peut expliquer, je reprends un peu ma casquette d'historien, qu'est-ce qui peut expliquer ce surgissement au cœur du XIXe siècle, ou du moins cette recharge, cette reconfiguration sous des formes pour partie renouvelées au milieu du XIXe siècle de cela. Ou pour le dire différemment, pourquoi la société et la langue, et du coup la littérature et l'ensemble de la culture du XIXe siècle, ressentent-ils de besoin de renommer des réalités malheureusement immémoriales. Je ne crois pas que quelque chose de neuf autour du crime, de la prostitution ou de l'indigence. Alors, très vite, il me semble qu'il y a au moins 5 séries de raisons qui l'expliquent. La première est sociale. Vous le savez bien sûr, l'immense bouleversement, les immenses bouleversements que connaissent les modes de production, d'habitat, d'organisation sociale, produisent un ébranlement des consciences au XIXe siècle. Et parce qu'effectivement émergent des choses terribles, comme par exemple le paupérisme ou des démons, je n'insiste pas là-dessus, c'est bien connu. Et l'un des effets majeurs de ces basculements sont le sentiment de scandale chez beaucoup d'élites, que ce soit des élites traditionnelles, religieuses, aristocratiques, ou des élites nouvelles, sociales, etc. Et l'un des effets de ce scandale, c'est la multiplication des enquêtes. Le XIXe siècle est le grand siècle des enquêtes. Or, sur quoi les enquêtes, les milliers d'enquêtes
que produit le XIXe siècle se focalise-t-elle là, sur ces zones d'ombre-là, et exclusivement sur ces zones d'ombre-là, faisant surgir avec une intensité extraordinaire ces réalités. Deuxième raison qui est extrêmement articulée, c'est que ce siècle est aussi celui, et notamment dans sa première partie, celui des révolutions qui font peur, qui voient tout d'un coup surgir avec beaucoup de frayeur et d'anxiété chez les élites la possibilité que la Révolution française a accrédité d'un pouvoir de la populace. Et ça, effectivement, ça rajoute une dimension qui va faire effectivement que, par exemple, toutes les insurrections, toutes les journées, et Dieu sait si elles sont nombreuses le 19e siècle, révolutionnaires ou insurrectionnelles que connaît le pays, en France comme en Angleterre, sont toujours décrites comme des vomissements des bas-fonds. La commune étant le Troisième élément extrêmement important, il est de nature religieuse. Les historiens du catholicisme ont bien montré combien le milieu du XIXe siècle était marqué par un basculement des sensibilités religieuses vers une piété beaucoup plus salvatrice, une piété qui veut davantage sauver. Il faut plus d'élus. Ça a une conséquence, il faut sauver plus de monde. Ça a une conséquence fondamentale qui est que la croyance à l'enfer et la dureté de la prédication devient beaucoup moins forte en ce siècle. C'est par exemple le grand siècle du purgatoire. Guillaume Cuchet a très très bien montré ça il y a quelques années. C'est le grand siècle du purgatoire, après le XIIIe siècle de Le Goff, mais quantitativement c'est le grand siècle du purgatoire, parce qu'on veut sauver plus de gens. Or, si on veut sauver plus de gens, ça veut dire que l'enfer va progressivement se séculariser, que l'enfer va progressivement se métaphoriser, et que ce métaphorisant, il va tout bêtement se socialiser. Quatrième point, et l'enfer social devient possible. Quatrième point, il y a une possibilité, la conquête coloniale qui découvre effectivement ces peuples de l'intérieur, avec des explorateurs qui vont découvrir des peuples nouveaux, le lien est extrêmement prégnant avec les sauvages de l'intérieur. Et enfin, je le dis très très vite, mais c'est peut-être le point fondamental, mes amis littéraires Alain Vaillant et Marie-Ève Terrinty ont titré un de leurs livres « L'an 1 de l'ère médiatique » à propos de l'année 1836 et du lancement de la presse par Émile de Girardin. L'on sait que le mot va pas, mais on n'a pas trouvé de mieux, on n'a pas trouvé meilleur. Ce qu'on va appeler la culture de masse, ce qu'on va appeler le fonctionnement des industries culturelles, se met en place en ce milieu du siècle. Et faut-il vous dire combien, depuis ce moment-là jusqu'à nos jours, il a fait, pour des raisons très complexes sur lesquelles on pourra revenir, il a fait de la représentation des bas-fonds un de ses motifs majeurs. Et bien sûr, s'il fallait un exemple, c'est de nouveau Eugène Sue qu'il faut convoquer, qui le premier, effectivement, en 1842, a pu montrer, en France comme au monde entier, puisque le genre des mystères urbains est quelque chose qui se crée dans le monde entier, et je mesure mes mots dans le monde entier, sur tous les continents, entre 1842 et 1870, une matrice extrêmement prolixe de cet imaginaire-là. Et je m'excuse d'être si long. Merci beaucoup. Vous avez compris que vous devez lire Les Mystères de Paris et Les Misérables pour la semaine prochaine, puisque ce sont des livres auxquels nous nous référons tous les deux, et nous nous référons beaucoup, puisque tous ces motifs apparaissent de manière majeure. Alors évidemment, vous écoutant, je me demandais où placer notre chiffonnier sur lequel nous nous concentrons comme figure allégorique du poète, puisque c'est tout de même le point de l'intérêt. Le chiffonnier est une figure très ambivalente dans cette configuration. Appartient-il ou non au bas-fond? C'est assez compliqué, puisque, comme vous l'avez vu, comme il est présenté comme un petit entrepreneur, un petit industriel. Il est, d'une certaine façon, je disais la semaine dernière, le modèle de notre auto-entrepreneur
d'aujourd'hui. Et donc, il est très célébré dans la sociologie libérale, hein, étant indispensable au mode de production industrielle, à la ville industrielle étant un agent du nettoiement, etc. Et en même temps, c'est lui, enfin on l'a dit la semaine dernière, il gagne 2 fois de plus qu'un ouvrier dans cette période. Dans cette période de son sommet, il gagne 2 fois de plus qu'un ouvrier. Donc il ne fait pas partie des plus pauvres. Il fait partie des plus pauvres. Et en même temps, son activité est la plus immonde de toutes. Et donc, en ce sens, il est bien lié au bas-fond. Et ce coin de la borne dont on parlait aujourd'hui, c'est d'une certaine manière la figure même des bas-fonds, où, dans le sens métaphorique que j'analysais il y a un moment, c'est le lieu de l'enfant trouvé, le lieu où on abandonne l'enfant. Les premiers chapitres des Mystères de Paris. Et dans les Mystères de Paris, il y a déjà rédemption, puisque les deux sont nés au coin de la borne, et les deux seront sauvés. Elle, parce qu'elle est la fille du prince, et lui parce qu'il a rencontré le prince, et qu'il a rencontré un rédempteur. Mais il y a aussi cet élément de rédemption. Je pensais à d'autres aspects que vous avez évoqués, comme l'organisation, bien sûr, tous les romans qui parlent j'oublie je parlais de Champfleury, parce que Champfleury, il a parlé de tous les sujets qu'on veut aborder. Il y a un roman de la chiffonnerie, j'oublie son titre, je vous le donnerai une autre fois, et tout ce roman est sur l'organisation de la chiffonnerie. Je vous disais la semaine dernière, c'est la rue Mouffetard. La rue Mouffetard jusqu'à la Barrière, c'est-à-dire jusqu'au boulevard Saint-Marcel, c'est là que se tient l'organisation de la chiffonnerie, et c'est décrit par Champfleury comme un milieu extrêmement organisé. Et alors, dans vos motifs que vous avez évoqués, il y a peut-être le premier, mais je pense que, au fond, ça devait être intégré dans votre premier, c'est la ville, c'est l'urbanisation, hein, dans les motifs qui bouleversent le modèle immémorial de ce qui est les bas-fonds. C'est la révolution industrielle et la révolution urbaine. Et comme je disais du chiffonnier la semaine dernière, il y a toujours eu des chiffonniers, mais il y a une fenêtre pendant laquelle ils sont des agents centraux, et qui est après la révolution industrielle et avant les transformations de l'industrie qui font qu'on n'a plus besoin de lui, et qui ne sert plus qu'à glaner pour survivre. Mais c'est la révolution industrielle qui provoque ce grand changement. À propos des insurrections, on aura l'occasion d'y revenir. Place du chiffonnier dans les insurrections, place à laquelle Walter Benjamin donne un grand rôle, que je crois assez excessif, parce que le chiffonnier, on le verra dans beaucoup d'analyses, il est du côté des indicateurs de police, quand même, le plus souvent. Donc c'est ce qu'on aura l'occasion de voir. Et puis alors, oui, ce qui est très fascinant, c'est qu'il y a une telle littérature sur les bas-fonds parce qu'il y a une prodigieuse demande. La demande d'exotisme, le succès des Mystères de Paris est même lié à vous l'avez évoqué, c'est la littérature de voyage. Et on veut des récits de ces milieux. Au fond, c'est la jungle. C'est la jungle. Le rapport
le rapport je ne l'ai pas développé, mais le rapport effectivement via les voyages au monde lointain que l'on explore au même moment et qui font de l'enquêteur urbain un double évident de l'explorateur. Mais c'est le succès de Fenimore Cooper, voilà. qui est à Paris d'ailleurs largement, hein. Beaucoup d'allusions dans l'œuvre de Balzac à Fenimore Cooper et cette image des agents des bas-fonds comme des Mohicans, quoi. Mais d'une certaine manière, il y a dans les descriptions de chiffonniers, en tout cas celles que je connais, j'en connais sans doute beaucoup moins que vous, mais la résurgence de ce motif du voyage dans un pays, chez les Biffins, le nombre, alors ceux auxquels je pense sont plus tardifs, autour des années 1900, mais il y a un nombre de reportages chez les Biffins qui est extraordinaire. Et je ne sais pas si vous connaissez ce très beau film documentaire de Georges Lacombe qui s'appelle La Zone, en 1928, qui est une très belle exploration sur le mode du voyage du monde des chiffonniers à un moment où ils ne sont plus... C'est-à-dire que, vous l'avez compris, moi j'arrêterai en gros avec l'invention de la poubelle, quoi. 1880, puisqu'au-delà, me semble-t-il, le chiffonnier est un marginal. Il n'est plus un rouage essentiel de la révolution urbaine, de la révolution industrielle. Donc moi j'aurais tendance à ne pas aller au-delà. Dans l'analyse que je ferai ici, bon, j'ai cité la semaine dernière Rodolphe Darzens, où on a cette image du chiffonnier qui n'est plus que pittoresque, dès 1889. Et ensuite, la semaine dernière, on a oublié de commenter les images que Sabine Barle, ça m'a échappé, j'ai oublié de les commenter, elle avait ponctué son exposé d'images de Raffaelli, hein, qu'elle a montré, qu'elle n'a jamais cité. Raffaelli, c'est des tableaux de 1879, hein, qu'il a exposé au Salon en 1879, hein, toute cette production de Raffaelli, et vous avez pu remarquer que dans toutes les images qu'elle a montrées, je voulais les commenter, puis ça m'est sorti de l'esprit, ce n'était plus le paysage urbain. L'arrière-fond de ces représentations du chiffonnier, c'est la zone. En fait, ils ont été chassés hors de Paris. Après la Commune, dans les années 70, les chiffonniers sont au-delà des fortifs, dans la zone, justement. Ils ne sont plus dans Paris intramuros. Ils ne sont plus rue Mouffetard. Ils ne sont plus dans la petite Pologne qui était à côté de la gare Saint-Lazare. Ils ne sont plus dans la cité dorée. Ils ont été chassés derrière les fortifs et on est vraiment dans un autre... Donc les chiffonniers de la zone, c'est à mon avis autre chose. Ils sont... c'est le mouvement qu'on connaît bien de la ville qui exclut à la périphérie. Les bas-fonds sont à la périphérie. Les chiffonniers étaient à la périphérie de Paris quand ils étaient ici. Et puis la périphérie s'est éloignée. Mais oui, il y a l'image de l'exploration et de ce chiffonnier qui est une figure du chasseur, hein, de chasseur urbain. Tout ça donc résonne bien avec ce qu'on a à dire, hein, l'organisation, l'aspect religieux, je dirais peut-être moins. Quand j'ai dit jusqu'ici qu'il y avait le chiffonnier était une figure importante culturellement, poétiquement partout, me manquait cette dimension religieuse. Je ne sais pas trop où la trouver. Il est évident qu'il y a cette dimension de rédemption dans les Misérables, dans les Mystères de Paris. La collecte, le fait de redonner vie à ces rebuts, oui. D'une certaine manière de les régénérer, relève quand même, il y a une dimension là, il y a une autre forme de rédemption. Je ne sais pas. C'est une forme très organiciste du cycle de la vie. Hein. C'est dans le texte de Victor Hugo que je vous ai montré au début. Hein, c'est les égouts. On est en train de gaspiller à Londres. À Londres, on gaspille les égouts puisque tout ça part dans la Tamise. À Paris, on utilise encore tous ces
excréta comme engrais. Et bon, la dimension religieuse, je vois plutôt c'était ce culte de la vie, de l'organicisme. Oui. C'est intéressant, je parlerai un peu plus tard de Leplay, grand sociologue qui bien sûr parle du chiffonnier. Lui, il fait une enquête, et il a trouvé un chiffonnier qui n'est pas ivrogne et qui est religieux pour faire son enquête. Mais c'est probablement une exception. L'exception qui confirmerait la règle. Quant à Frégier, dont vous avez parlé, Frégier est un personnage très important qui a fait cette énorme enquête. La préfecture de police, bon, c'est une institution majeure qui procédait à beaucoup d'enquêtes. On sait beaucoup de choses par ces enquêtes de la préfecture de police et notamment le gros livre de ce Frégier que vous avez cité, couronné par l'Académie des sciences morales, et qui était donc un des rédacteurs à la préfecture de police, c'est un sociologue, meilleur analyste de ces rapports. C'est chez lui qu'on trouve tous les chiffres sur la proportion des repris de justice et les chiffonniers, la proportion des prostituées, etc. Il est très intéressant pour cette raison. Oui, alors il y a aussi la dimension carnavalesque. J'ai oublié de le mentionner, le bal, ça c'est très important. C'est très important dans l'analyse de cette figure. Vous avez pu le remarquer déjà dans quelques-unes des illustrations que j'ai proposées. Par exemple, cette image de l'illustration de Villette pour Rodolphe d'Alzins, où on voyait dans la poubelle la couronne et le tambourin avec les grelots. Pas de meilleure représentation de cette dimension carnavalesque de cette roue de la fortune, de ce monde inversé. Le chiffonnier peut devenir roi, le roi peut devenir chiffonnier. C'est plus souvent le roi qui devient chiffonnier que le chiffonnier qui devient roi au XIXe siècle. Mais on aura souvent l'occasion de voir ce rapport entre le roi et le chiffonnier. Donc je crois que ça nous disait beaucoup de choses pour avancer. Donc oui, figure immémoriale des pauvres et des mauvais pauvres, et en même temps une figure qui est absolument contextualisée dans une période bien déterminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.